Bonjour à tous. Alors nous sommes au mois d'octobre, vous avez vu que la petite vignette est rose et j'ai envie d'apporter ma contribution à ma façon sur l'accompagnement émotionnel dans le cadre d'un dépistage du cancer du sein ou une recherche en tout cas. Alors j'ai pas envie de parler à proprement parler de cette situation pour la personne qui a un cancer du sein, parce que je me sens pas légitime entre guillemets. Je vous remettrai la vidéo avec une amie qui a témoigné de ses émotions par rapport à son cancer du sein. Donc ce sera en fin de vidéo. Par contre, je trouve que c'est aussi intéressant d'accompagner l'entourage ou nous-mêmes lorsque, et ça a été mon cas, de faire un dépistage puisqu'on nous demande d'aller faire une mammographie. Je dis on, les autorités de santé et puis les médecins, les gynécologues, obstétriciens et puis le bon sens aussi de dépistage. Donc chacun pensera ce qu'il veut par rapport à ça. Mais voilà, donc j'ai envie de vous proposer, j'en ai mis 8. C'est toujours pareil, c'est pas exhaustif, c'est une proposition, c'est ma sauce à moi sur l'accompagnement émotionnel des personnes qui sont en recherche de dépistage. Et je fais référence aussi à des personnes qui, quel que soit leur âge, parce que le cancer, ça commence très tôt, les cancers du sein. Et donc, je pense à la première fleur que j'avais envie de proposer, c'est Mimulus. C'est la crainte du cancer. Et la crainte, ça peut nous faire aussi procrastiner à l'idée d'aller faire ce dépistage ou d'aller prendre rendez-vous chez le gynéco. Alors quand je parle du cancer du sein, parce qu'on est là sur évidemment Octobre Rose, mais on peut étendre évidemment cette vidéo au-delà du mois d'octobre, on est d'accord. C'est pas que le mois d'octobre en fait, cette histoire-là, c'est toute l'année. Et dès qu'il y a suspicion, par exemple une petite exubérance, une petite boule, une petite gêne, une petite douleur, ça va évidemment... Évidemment, ça peut, en tout cas, c'est toujours pareil, c'est du conditionnel, pour ça je reprends mes mots, ça peut générer une forme de crainte et de peur de déclencher un cancer, alors que des fois, ça peut être autre chose, qui n'est pas forcément un cancer, mais qui est quand même dépistable par son gynécologue ou son médecin généraliste traitant. Donc voilà, Mimulus pour les peurs identifiées. Et donc du coup, ça peut être aussi source d'inquiétude et rumination mentale. Mais évidemment, tant que j'ai peur et que j'affronte pas la réalité, c'est-à-dire d'avoir avec courage, de prendre rendez-vous. Alors on sait que les rendez-vous, je dis on, à chaque fois je dis on sait, on fait des grosses généralités. Quand même, nous sommes tout au courant que lorsque nous voulons voir notre gynécologue obstétricien, nous avons au moins 2 mois d'attente. Donc si la douleur persiste, moi je crois que les premiers symptômes, c'est peut-être faire acte de courage et de se dire que voilà, on va prendre déjà rendez-vous. Et en urgence peut-être si nécessaire. Et donc arrêter de ruminer et de gamberger sur un truc hypothétique et peut-être même concret et réel, parce que là, si la douleur est là, évidemment que c'est concret, mais du coup, arrêter de ruminer et de justement passer à l'acte de la prise de rendez-vous. Alors ensuite, les passés de mammographie, on peut être carrément dans la terreur. C'est une peur qui est beaucoup plus identifiée que Mimulus, elle est identifiée aussi, c'est ça que je veux dire. C'est que les deux sont identifiés, mais il y en a une qui est plutôt gérable en termes de crainte et d'inquiétude, mais celle-ci, c'est vraiment, on est sur l'état de un cran au-dessus, c'est-à-dire que là, on est carrément pétrifié, terrorisé. Alors ça peut être dans la salle d'attente, ça peut être lors de la mammographie. L'échographie si c'est nécessaire et autres, parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs étapes. En tout cas, ça peut parler à plusieurs personnes dans différents cas de figure. C'est vraiment la peur qui nous bloque, qui va nous effrayer et qui justement, dans cet effrayement aussi, peut aussi nous éviter, justement vivre cet évitement de prise de rendez-vous, d'échographie, de mammographie, etc. Ensuite, on peut être dans une attente de résultats, de l'impatience aussi d'attente de résultats. Ça peut être très long pour certaines personnes d'avoir des résultats. Des fois, il y a des biopsies, il y a plusieurs choses qui vont être autour d'une détection. Impatience pour calmer cette irritabilité et puis du coup... Quelquefois, on est aussi irritable avec les autres parce que nous sommes nous-mêmes justement dans la rumination mentale ou dans l'inquiétude, voire la terreur. Et du coup, ça peut provoquer aussi une forme d'impatience, mais parce que dessous, il y a ça en fait. C'est parce que j'ai peur et que je rumine beaucoup et du coup, je suis impatiente. Ensuite, il peut y avoir
Star of Bethlehem, qui est évidemment les résultats, tout simplement. Ce qui va accompagner le choc, la mauvaise nouvelle, ou l'état de stupeur. Alors si c'est pour nous, puisque je viens de dire que c'était pour l'accompagnement pour soi, mais l'accompagnement aussi de la personne qui vit auprès d'une personne qui a un cancer du sein, alors de près ou de loin, parce qu'on peut être de loin évidemment et être auprès du cœur, c'est toujours pareil, vous mesurez mes mots, mais vous allez évidemment adapter ces fleurs-là en fonction de la situation, parce que si j'apprends que ma meilleure amie, ma mère, ma soeur, ma voisine, ma collègue, peu importe, c'est toujours une forme de stupéfaction, de choc qui nous sidère et qui va aussi souvent réanimer, je reprends mes fleurs que j'ai jetées, qui va réanimer aussi nos propres peurs, évidemment. On apprend quelque chose pour quelqu'un ou pour nous, évidemment, on a peur. On peut avoir peur pour l'avenir, on peut avoir peur pour notre santé, on peut avoir peur aussi pour les conséquences aussi de ce diagnostic, mais on peut aussi avoir peur pour de ne pas pouvoir gérer aussi cette situation. Et là, pour le coup, pour les autres, même pour soi, d'être dans ce manque de confiance en soi, c'est-à-dire de se dire je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir être capable de vivre une situation comme celle-ci. C'est-à-dire soit accompagnante ou soit même pour moi, je ne vais pas savoir me soigner, je ne vais pas savoir quoi faire, je ne vais pas savoir gérer ce que j'ai à faire et ça ne va peut-être pas fonctionner comme je le voudrais en fait. Donc là, ça peut être une forme de dévalorisation. Il y a beaucoup de témoignages autour des cancers du sein qui sont... Alors, il y a différents cancers du sein, c'est toujours pareil, il faut toujours avoir une forme d'objectivité et de relativisation. Après, je mets un gros warning et gros bémol et gros triangle rouge. Je le mets souvent des vidéos dès que je traite un peu de médecine, parce que là, on parle d'accompagnement. Les fleurs de Bach, ça ne va pas traiter le cancer du sein, on est d'accord. Mais ça va accompagner l'émotionnel dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'une mammographie, dans le cadre d'une inquiétude, dans le cadre d'un accompagnement si j'ai des émotions qui sont bouleversées, chahutées. Alors, je ne l'ai pas amené, mais il y a du rescue, évidemment, pensons-y, parce que quand on n'a pas de Star of Bethlehem, etc., de Rock Rose, qui sont du reste des fleurs dans le rescue, je crois que vous avez peut-être regardé la vidéo précédente sur le rescue et les limites, évidemment, ça va déjà être dans un premier temps quelque chose qui va calmer le feu et le jeu émotionnel. Parce que quoi qu'il se passe, même si je suis dans la salle d'attente, si je suis sous l'échographie, etc., ou la mammo, je peux très bien prendre du rescue. Et ça a été mon cas, vous voyez. Moi, c'est une situation extrêmement anxiogène. On est avec des personnes, en général, dans un endroit où on passe des radios. Il y a tout type de personnes qui viennent. Il n'y a pas que des femmes qui viennent faire un dépistage, mais cette ambiance est très particulière, cet outil aussi qui n'est pas très confortable non plus. Voilà, moi j'ai une petite poitrine, mais c'est quand même assez douloureux. Vous voyez, tout ça c'est très anxiogène, ça peut aussi générer beaucoup d'émotionnel. Donc évidemment, tous ceux qui écouteront et qui seront des professionnels de santé, ne vous alarmez pas. Voilà, les fleurs de Bach, elles vont juste soutenir et accompagner les émotions, mais juste, c'est déjà beaucoup en fait. Et puis quoi qu'il puisse se passer après, que ce soit une nouvelle X ou Y, une attente X ou Y, ou un résultat X ou Y, ou un diagnostic X ou Y, et on a des émotions. Dans ce cadre-là, évidemment qu'on va faire autre chose que les fleurs de Bach, on n'est pas obligé non plus d'en prendre, en tout cas on peut écouter la vidéo en disant tiens ça pourrait peut-être m'accompagner, et puis pas si c'est pas, c'est ok, voilà, c'est du soutien émotionnel. Et donc je pensais à deux autres fleurs. Je peux aussi me faire des reproches, m'en vouloir. Alors sur deux aspects, sur moi, parce que justement j'ai pas pris rendez-vous à temps, j'ai laissé traîner le truc, j'aurais dû appeler avant, j'ai dû faire un bruit avec le micro, mais c'est pas grave. J'aurais dû, je m'en veux, je suis pas cool avec moi, c'est pas bien ce que j'ai fait, enfin vous voyez, je veux dire, on va pas refaire l'histoire une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis pareil par rapport aux autres, on peut aussi, quand on est accompagnant de quelqu'un dont on a appris qu'il avait un cancer du sein, ou en tout cas qu'il avait besoin d'être soutenu, eh bien, dans le cadre de ce dépistage, par exemple, peu importe, c'est pas forcément un cancer du sein, mais c'est tout ce qui va graviter autour d'Octobre Rose finalement, parce que je pense aussi aux professionnels de santé, qui sont aussi des fois, ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas vu
le diagnostic ou qui n'ont pas prêté attention, ou même ça peut être le compagnon, la compagne qui pourrait dire « ouais, ça va, arrête de t'écouter, c'est bon, t'as rien, tu dis ça tous les mois, quand t'as tes règles, t'as mal au sein ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là qui font que, après on peut s'en vouloir aussi de se dire « bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais dû être plus présente, plus présent ». Peut-être l'accompagner, peut-être le soutenir, peut-être lui téléphoner, lui envoyer des textos. Bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas faire toute l'énumération des circonstances dans lesquelles on peut s'en vouloir, mais en tout cas, ça peut être présent. Encore une fois, tout ce que je propose n'est jamais exhaustif. Hein. Ce sont des propositions qui me sont propres et qui me viennent spontanément à l'esprit. Je ne prépare pas les vidéos pendant 5 heures, parce que déjà, je n'ai pas que ça à faire, et que j'aime bien cette spontanéité aussi de vous comment dire, j'allais dire de vous accompagner encore une fois, mais de vous suggérer des propositions émotionnelles et qui ne restent pas forcément valables pour tout le monde. C'est pour ça que, à force de réécouter les vidéos sur différentes thématiques, il y a des fleurs qui pourront aller dans une thématique mais pas dans l'autre, etc. Vous allez vous retrouver ou pas, mais vous ferez votre compte par rapport à ça. Et enfin, la dernière que je voulais proposer, donc la 8e fleur, qui me semblait évidemment légitime, c'est, alors pas pour soi évidemment, mais quoique, admettons que moi je fasse une mammographie et que je puisse constater qu'il se passe quelque chose, alors ça peut être un nodule, ça peut être peu importe. Eh bien, je peux aussi m'inquiéter pour mon entourage. Comment on va prendre mes enfants, mon mari, ma femme, comment ma famille va prendre cette histoire-là, mon boss, comment je vais annoncer ça à ma sœur, voilà. Ou à ma meilleure amie qui elle-même est passée par là, etc. Et alors pour le coup, quand ça n'est pas moi qui suis impactée, mais que j'accompagne quelqu'un, eh bien évidemment, je peux me faire du souci pour les autres aussi. Et Red Chestnut, c'est vraiment la fleur qui va nous soutenir quand on voit le pire aussi dans ce que peut vivre la personne qui est traversée par cette épreuve. Et donc, par rapport à moi, si c'est moi qui traverse l'épreuve et c'est le pire pour les autres, j'envisage aussi d'une certaine façon que je m'inquiète pour eux, comment ils vont le prendre, comment ça va être pour lui. Alors des fois, je m'inquiète plus pour les autres qui ne sont pas malades que pour ma propre maladie en fait. Et c'est là où il y a un dysfonctionnement en fait avec Red Chestnut, c'est que normalement, je devrais plus m'occuper de moi, entre guillemets, alors pas forcément dans la crainte, mais en tout cas dans la bienveillance de ce que j'ai à vivre, plutôt que de m'inquiéter pour mes proches en fait. Hein. Donc prendre soin de ma propre santé. Et pareil, quand je m'inquiète pour mon ami qui traverse cette épreuve-là, eh bien, peut-être que mon soutien, ça va pas être de l'inquiétude, parce que pour le coup, est-ce que ça va pas rajouter une charge mentale pour cette personne-là qui est déjà dans l'encombrement de sa propre problématique? Alors un soutien, ça peut être aller chercher à manger, s'occuper des enfants, enfin vous voyez, donc tout ce qui peut décliner d'une chimiothérapie ou d'un accompagnement à l'hôpital, etc. Vous voyez, c'est garder les enfants de son ami pendant un week-end, sortir ses chiens, j'en sais rien, aller faire étendre le linge, apporter des petits plats tout faits, être juste présent, se taire. Des fois, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. J'en sais rien, peut-être accompagner sur la route, faire des trajets en voiture, en vélo, marcher, respirer, rire. Mais éviter de s'inquiéter pour elle, parce que pour le coup, c'est à nous de nous raisonner et d'être dans la réassurance que tout va bien se passer pour elle, quoi qu'il puisse se passer, parce que ça ne nous appartient pas finalement. Et c'est pas notre inquiétude et notre enfermement à se faire des nœuds au cerveau par rapport à la personne qui va soulager, accompagner, aider, soutenir cette personne-là. Au contraire, elle a besoin vraiment d'avoir un état d'esprit et une condition psychique, psycho-émotionnelle, on va dire, complètement libérée de toute projection sur elle et de toute surabondance et ce surcroît d'inquiétude qui va évidemment l'affliger, parce qu'encore une fois, c'est toujours quelque chose que je dis souvent, c'est que par rapport à Red Chestnut, c'est un peu le double effet qui se coule. Moi, je m'inquiète pour mon amie qui a des traitements, et alors par contre, elle va s'inquiéter pour moi, du coup, elle va plus rien me dire, en me disant, ça lui a fait tellement flipper, qu'il vaut mieux que je me taise. Du coup, c'est pas confortable non plus pour l'autre, parce que elle vit aussi dans une contrainte du dénigrement de ce qu'elle vit sur le plan émotionnel, pour ne pas contrarier, affecter sa propre amie, etc., ou sa mère, son mari, ses enfants. Après, il faut, à mon sens, mais bon, voilà, ça reste que mon interprétation des faits, mais de dire la vérité, de dire et d'exprimer nos émotions. Parce que lorsque nous traversons une épreuve, alors il y a des fois, on n'est pas dans la capacité de le faire, c'est ok, on fait du silence. Mais si on s'autorise à le faire et qu'on se sent de le faire, je pense que nous ne devons pas non plus, lorsqu'on est atteint d'une pathologie, surprotéger nos proches, parce que le but est vraiment de libérer de l'espace pour la guérison. Et je pense que le corps a besoin de cet espace-là.
Parce que si on fait de l'espace pour nos enfants, notre mère, notre soeur, notre conjoint, notre collègue qui a eu un cancer, etc., mais je veux dire, et notre thérapeute et notre médecin traitant, mais on ne va pas s'en sortir en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre soin de soi. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Voilà, je ne ferai pas 12 000 vidéos dessus. Après, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un live avec moi sur ce sujet, eh ben, moi je suis preneuse évidemment, et un professionnel de santé encore plus, parce que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin aussi de soutien émotionnel dans le cadre de leur profession, vous voyez, parce qu'on pense que j'ai déjà fait des vidéos avec Laure Martina à ce sujet, qui est donc médecin, anesthésiste, réanimateur, et voilà. On mésestime aussi l'impact émotionnel de ces professionnels de santé sur justement la maladie de leurs patients, parce qu'évidemment, ce sont des hommes et des femmes qui soignent. Il ne faut pas l'oublier. Donc eux aussi peuvent aussi être traversés de cette fleur et de cette émotion de Red Chestnut, de l'inquiétude pour les autres. Et j'en passe, hein, et Mimulus aussi pour eux, parce que certaines personnes sont aussi atteintes de maladies dans le cadre de leur profession. Et des fois, on se fait aussi de la rumination mentale parce qu'on se dit comment je vais faire pour continuer aussi à soigner mes patients, etc. Donc vous voyez que un spectre très très large des émotions, n'est-ce pas? Et ça concerne tout le monde. Personne ne réagira pas ça à la maladie, au diagnostic et aux soins, et à l'écoute et à l'accompagnement. Donc je vous souhaite un bon dimanche et un bon début d'Octobre Rose. Et j'ai envie de dire, peut-être soyons aussi ouvert d'esprit à l'écoute à tout ce qui peut se passer au sujet-là, parce que ça n'est pas qu'un mois d'octobre, évidemment, on le sait tous, mais c'est important, voilà, c'est certainement très important aussi de marquer le coup pendant ce mois-là. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à dimanche prochain.